Hello Quentin, tu vas bien? Ça va, merci et toi? Écoute, ça va super. Trop content de te recevoir. Merci. Aujourd'hui, on va parler branding. Ok. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? En deux mots, donc je m'appelle Quentin, j'ai 34 ans, je suis normand, j'ai une femme, deux enfants, et je suis designer de formation et fondateur d'une agence de design de marque de communication qui s'appelle Cabine, rouennaise depuis 2018. Ok. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le branding? Grande question. Ouais, très grande question, très large. On va dire que souvent le branding, on a tendance à le résumer à une identité, à un logo, à une charte, à se dire ok, c'est ça le branding. Or, c'est bien plus complexe que ça. Le branding, c'est l'ensemble des éléments de façon à ce que ton entreprise, ta marque soit identifiable. Donc ça passe par cette identité de marque. Mais c'est aussi tous les éléments qui vont faire en sorte que ton produit, ton service, la façon dont tu travailles est valorisé et expliqué à tes prospects, à tes clients. Donc c'est, on va dire, multidisciplinaire. Ça passe forcément par un travail d'identification, ça passe par un travail de ce que j'appelle d'éléments de marque, que ce soit de la photo, que ce soit de la vidéo, que ce soit du graphisme, de façon à vulgariser, de façon à travailler sur les différentes thématiques qui sont propres à ton entreprise et que tu souhaites voilà, communiquer à tes clients et à tes prospects. Ok. Et c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les entreprises qui construisent leur marque? Les erreurs les plus fréquentes, bah, c'est déjà le premier point, c'est le fait de se dire, ok, j'ai mon logo et en fait ça me suffit derrière, je peux y aller. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait on a tous un pouvoir, une puissance de marque. Que ce soit une très grosse entreprise ou que ce soit un indépendant plombier. La façon dont il fait son travail, si tu veux, au-delà de sa prestation, c'est de l'image de marque. C'est-à-dire que, si je résume, quand il dit bonjour, quand il prépare son chantier, quand il rend propre, quand c'est nickel, ça fait partie de son image de marque. Après, il a un potentiel à exploiter ou pas. Dire voilà, je travaille comme ça, voilà ma façon de faire, voilà à quelle heure j'arrive, est-ce qu'il est à l'heure ou pas. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'expérience de marque et ça se travaille. Et quand tu parles de branding, c'est en fait donner toutes les clés pour que ton expérience client, pour que ton expérience de marque soit positive. Ça nécessite d'avoir un peu de stratégie. Et souvent, les clients, les erreurs qu'ils font, c'est qu'ils ne réfléchissent pas forcément à la stratégie. C'est-à-dire, c'est OK, on y va, mais OK, mais derrière, en fait, ta marque et derrière qu'est-ce que tu souhaites dire? Qu'est-ce que tu souhaites apporter à ton client? Au-delà de ton produit ou de ton service. Des Euh, éléments de différenciation ou c'est exactement ça. C'est des c'est éléments vraiment de défense. l'ADN en fait, dire l'ADN. C'est l'ADN de ton Toi, entreprise. en fait, ton job c'est ça, c'est d'essayer de déceler l'ADN de l'entreprise pour Exactement. en faire ressortir vraiment ce qu'il y a au fond, parce que parfois même en fait le fondateur il s'en rend pas compte, il n'a pas forcément conscience de ça. Mon travail, c'est de regarder, c'est déjà d'écouter en fait Ouais. mes clients. La plupart du temps, quand je rencontre quelqu'un, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je pose des questions et je l'écoute. Et finalement, il te donne tous les éléments parce qu'il raconte son métier. Il te donne tous les éléments de façon à dire, ok, je fais pas juste ça. C'est, je le fais comme si, je le fais comme ça. Et on va bosser là-dessus et on va travailler pour que derrière, il ait suffisamment de matière pour pouvoir bien le retranscrire. Parce que souvent, le fond, il le maîtrise, mais la forme, il ne le maîtrise pas. Et il est important, quand tu rencontres quelqu'un, de pouvoir vulgariser ton process, de pouvoir mettre en avant tes équipes, parce que tes équipes, elles ont un savoir-faire, parce qu'elles travaillent de telle façon, avec telle méthode, de valoriser tes projets, pour dire, regardez, une référence projet, regardez, on a déjà travaillé sur ce type de sujet. Tout ça, en fait, ça participe à ton image de marque. Et en général, c'est même pas en général, c'est tout le temps, quand tu n'as pas encore acheté un produit ou quand tu n'as pas encore fait appel à un service, tu vas te référencier, tu vas t'attacher à quoi? À en fait ce que la personne te renvoie et à ce que l'entreprise te renvoie. Et donc ça se travaille. C'est tous les atouts de façon à, entre guillemets, avoir une image de marque positive, de façon à dire, ok, elle me paraît crédible, elle répond à mon besoin, et du coup, derrière, j'ai pas encore acheté son produit, j'ai pas encore acheté son service, mais derrière, tout ce qu'elle me montre, en fait, me permet de dire que, ok, elle est crédible. Je prends souvent un exemple tout bête. Que ce soit dans une expérience boutique ou que ce soit sur Internet. Tu achètes un t-shirt en coton. Dès lors que le produit, en soi, il correspond à ton attente, un t-shirt blanc en coton, que le produit correspond, pourquoi tu achètes un et pas l'autre?
c'est tous les éléments que la marque va te communiquer. Il est fait où? Il est fait comment? C'est quoi les valeurs de la marque? Qu'est-ce qu'elle défend? Tout ça, ça se travaille dans ton discours. Que ce soit visuel, rédactionnel, dans la tonalité, tout ça, ça se travaille. Et un t-shirt blanc, la fonction, on la maîtrise tous. Par contre, tu as des marques sur lesquelles tu es attaché, d'autres pas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'image de marque... Par rapport à ses valeurs, par rapport à... Par rapport à les messages qu'elle exactement, transmet. La façon dont elle le fait, parce que si tu as une marque qui fait vraiment attention à la conception de ses produits, tu en es toi en tant que client attaché, parce que c'est une marque qui est en France et qui perdure un savoir-faire, parce que son coton est pris d'ici et fait comme ça, c'est pareil. Il y a plein de valeurs en fait. Le tout, c'est quand tu as tous ces éléments-là, stratégiquement, tu les rassembles, et ensuite tu vas essayer d'être différenciant. Comment tu fais la différence par rapport à un marché concurrentiel? Ça passe aussi par l'image de marque, par ton travail de branding. Donc le branding, c'est pas uniquement ok, j'ai une identité, c'est j'ai une identité, j'ai des produits, j'ai des services. Mon identité me permet à me différencier, à être mémorable, identifiable. Et ensuite, derrière, l'ensemble de mon travail de branding va me permettre en fait de valoriser l'ensemble de mon savoir-faire, l'ensemble de mes produits, l'ensemble de mes services. Et ça passe par plein de choses différentes. Et du coup, toi, tu disais, tu écoutes évidemment tes prospects, tes clients, pour rentrer dans leur univers et comprendre vraiment en fait qui ils sont. C'est quoi tes tips pour justement en fait faire prendre conscience au fondateur de son entreprise? Par exemple, je prends un exemple tout bête, je sais pas, un plombier, je ne sais quoi. Lui, son quotidien, voilà, c'est de travailler quotidiennement à ses tâches, etc. Mais est-ce qu'il a le recul suffisant pour prendre conscience des différences qu'il apporte au marché? Est-ce que toi, tu as des tips pour faire prendre conscience aux fondateurs des différences, des éléments différenciants qu'il peut apporter au marché, justement? Notre travail, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, tu as forcément du conseil. Je suis incapable de dire voilà ce qu'il faut faire quand je rencontre un prospect, parce qu'il sent qu'il y a un besoin, mais parfois, il sait pas, il le détermine pas très bien. C'est déjà de parler de son métier, alors voilà, que ce soit une TPE, une PME, que ce soit un produit pour le B2B, pour le B2C, ou que ce soit des prestations en B2B. La question, c'est de dire, ok, vous travaillez comment, etc. Les tips, c'est, encore une fois, au moment où tu l'écoutes, c'est de regarder aussi le marché dans lequel il est. C'est vraiment d'analyser aussi quels sont les clients d'aujourd'hui et quels sont les clients qui souhaitent avoir demain. Parce que tu ne parles pas de la même façon à un client ou à un autre, en fonction du monde dans lequel il évolue, etc. Ça, c'est un premier point. C'est d'analyser aussi forcément la concurrence, directe et indirecte, de façon à se différencier. C'est pas le fait de dire, voilà, j'ai mon concurrent, il est comme ça. Non, c'est de dire, voilà sa tonalité. Attention, ne pas faire la même, parce qu'il faut toujours être précurseur et pas suiveur. Donc en fait, il y a un gros travail d'analyse. Nous, on n'a pas souhaité se mettre dans un domaine spécifique, justement pour toujours avoir un regard assez neuf sur le marché dans lequel on va. Okay. De façon... Et en général, on le fait... Nos clients parlent, et si, par exemple, souvent, on va analyser déjà les produits qu'ils ont, l'existant. Ok, tu as une brochure, tu as une carte de visite, tu as un site internet... On va le regarder en amont, et si en fait on sent qu'il y a un vrai décalage entre son discours et la force de son discours et en fait les outils qu'on utilise, c'est-à-dire qu'en fait ces outils ne transmettent pas suffisamment bien en fait ce qu'il est en train de nous dire. Donc on est en train de... Comme ça nous permet d'analyser quels sont les bons points des mauvais points. Okay. Quels sont les éléments sur lesquels, ok, ça c'est structuré, c'est solide, ça par contre c'est à retravailler, ça c'est à retravailler. Et derrière, tu analyses, ok, c'est quoi tes clients d'aujourd'hui, c'est quoi les marchés que tu souhaites avoir demain, et parce qu'en fait, le branding, il y a un côté toujours un peu créa. Moi, je suis designer de formation, mais je ne suis pas un artiste. Je déteste qu'on dise ça, parce qu'en fait, un designer, même si tu as un côté créatif dans ton travail, il est toujours au service d'objectifs qui sont très concrets. Ah bah voilà, moi, j'ai toujours travaillé avec tel domaine d'activité. Par contre, je me rends compte que je sens qu'il y a un potentiel marché, mais il est très codifié, quoi. Bah, on va essayer de déceler ces codes. Je te donne un exemple tout bête. Tu veux monter une boucherie aujourd'hui. Tu vas utiliser quelle couleur? Il y a le rouge qui vient en tête. Tu vas utiliser tu montes une pharmacie.
Le vert. Voilà, pourquoi ? Parce que au-delà en fait de la question de comment tu fais, il y a aussi des codes à respecter en fonction des métiers. Oui. Et il y a aussi des secteurs métiers qui sont très codifiés. Notre travail aussi, c'est d'être différenciant, de valoriser en fait le travail de nos clients, de toujours travailler de façon à ce que cet ADN soit respecté, que l'histoire de l'entreprise soit respectée, mais tout en respectant en fait les codes métiers. Et forcément, si tu commences à faire une boucherie bleue, tu vas peut-être être au bout d'un moment trop décalé, quoi. Tu vas dire, ok, je suis très identifiable, mais par contre, les gens, ils passent devant ma boutique parce que clairement, ils la comprennent pas. Et donc, il y a à la fois une analyse du secteur métier dans lequel tu es et un regard neuf de façon à être créatif. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est un peu notre slogan, collectif sérieusement créatif. C'est qu'on fait les choses, mais de manière collective parce que chaque personne, entre guillemets, a de la technique à ajouter à chaque projet. Et en même temps, du coup, de faire un pas de côté, mais de respecter quand même les règles du secteur du métier. Et est-ce que tu as un exemple concret d'un projet où le branding a vraiment changé, tu vois, la perception qu'on a de l'entreprise J'en ai un qui est assez intéressant. Par exemple, tu travailles dans le monde du bâtiment. Le secteur du bâtiment n'est pas toujours un secteur qui est réputé pour sa force. Des entreprises qui ont forcément énormément développé leur branding et leur puissance de marque. Moi, j'ai une entreprise que l'on accompagne depuis quelques années, je ne sais pas si je peux la citer. Oui, bien sûr. Qui s'appelle La Maison du Puy. La Maison du Puy, déjà au départ, c'est quoi ? C'est 40 ans d'existence. Donc ça veut dire déjà derrière 40 ans d'existence, ça apporte de la crédibilité. Ok, si cette entreprise fait ce métier-là depuis 40 ans, on peut imaginer qu'elle a vu quelques projets. Donc en fait, on s'appuie là-dessus. C'est une entreprise familiale. C'est une histoire, c'est la deuxième génération. Pareil, c'est un sujet, la transmission de l'entreprise, c'est un sujet. C'est une entreprise qui est entreprise du patrimoine vivant. Elle fait de la charpente, de la couverture, de l'isolation, de la maçonnerie. Pour identifier ces différents secteurs d'activité, on a travaillé sur les matériaux, parce qu'ils travaillent avec des beaux matériaux. On a fait des shootings photos de matériaux. Pourquoi ? Pour identifier. Un visuel capte toujours plus qu'un mot. Donc visuellement, une belle ardoise, ok, tu vois tout de suite de quel sujet il s'agit, qu'est-ce qui te prête. On a travaillé sur d'autres sujets, c'est la valorisation des équipes. Un artisan, un outil. Moi, j'aime bien dire que quand tu as un couvreur, ça fait 30 ans qu'il a son métier dans les mains, il a des mains, il a une gueule, il représente son métier, il est fier de son métier, et ça se valorise. Quand tu es dans un secteur en tension, comment tu fais pour recruter ? Comment tu fais pour, au bout d'un moment, dire « venez, on accueille les nouveaux talents ». Ça passe par la valorisation de ces équipes, par l'esprit corporate, pour dire « regardez, j'ai quand même bien envie de mettre ce blouson parce qu'il m'intéresse ». On a travaillé sur la transmission. Ils ont des jeunes des apprentis, entre les seniors et les juniors, il y a un truc qui se passe. C'est vraiment les valeurs de l'entreprise. Et ça, ils ont pas, ça fait des années qu'ils ont ça. Par contre, comment on fait pour le valoriser et comment on fait pour le transmettre ? Ça, c'est des sujets qu'on a travaillés. Puis après, derrière, on a travaillé sur des supports de diffusion. Sur un chantier, comment tu fais pour être identifiable ? Par tes bâches, par tes camions, par ton logotype, par le fait que, ok, quand tu passes devant un chantier, tu vois le camion, la bâche et derrière l'artisan, et tu dis, ok, il y a une cohérence. Tu le vois une fois dans le paysage, tu le vois 2 fois, tu le vois 3 fois dans ton environnement, tu dis, ah quand même, ils sont présents, ils ont une puissance. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Puis après, comment tu fais en sorte d'avoir une expérience utilisateur intéressante sur ton site internet ? En combien de clics, en combien de scrolls, tu arrives entre guillemets aux informations de l'entreprise ? Ah ok, elle travaille pour ce type de projet, ça m'intéresse parce que moi j'ai ce besoin. Ok, je l'appelle. Voilà. On a travaillé en fait tout ça avec différents partenaires pour construire tout cet élément. Et c'est un exemple qui est assez intéressant parce que justement, il y a plein de choses à dire dans le monde du bâtiment. Et la question, c'est juste de les poser sur la table et de dire, ok, comment on valorise son savoir-faire ? Et c'est une entreprise qui fait ça depuis quelques années. Et les retours qu'a eu l'entreprise par rapport à tout ce travail, quel est-il ? Alors, dans mon métier, c'est toujours difficile, entre guillemets, d'avoir des retours directement concrets dans un tableur Excel. Par contre, le sentiment et la sensation client, tu l'as. J'ai fait un salon professionnel il n'y a pas longtemps. J'ai présenté justement ce projet-là. Et tout de suite, on me dit « belle entreprise ». Ah oui, elle est connue. Ça veut dire qu'elle est déjà très identifiée. 40 ans d'existence. Voilà, déjà 40 ans d'existence. Histoire, tu t'appuies là-dessus. Tu t'appuies là-dessus. Il ne s'agit pas de créer une histoire et de storyteller une histoire qui n'existe pas. Il s'agit d'être tout à fait sincère, mais par contre d'avoir la bonne tonalité pour l'exprimer. Que ce soit la bonne tonalité visuelle, la bonne tonalité rédactionnelle. Il s'agit que ça corresponde à l'entreprise.
Et du coup, ah oui, très belle entreprise, ah super projet, ah ouais, bah, on les connaît bien parce qu'ils sont identifiés et parce qu'aussi ils savent se valoriser. Et donc souvent, cette entreprise, moi on m'en parle, on me dit ah j'ai vu qu'ils ont fait ça, ou même ça nous est arrivé de faire des campagnes de com sur des chantiers derrière sur... Et on peut se demander, tu vois, pour une entreprise comme ça, dans le secteur du bâtiment, qui a 40 ans d'existence, qui a un vrai savoir-faire, qui a des... Voilà, qui fonctionne très bien, en fait, on peut se demander, bah, en fait, pourquoi font appel à toi pour du branding? Pour avoir un regard extérieur, parce qu'en fait, c'est pas des communicants forcément. C'est-à-dire qu'en fait, ils maîtrisent leur métier et c'est normal. Mais par contre, comment on travaille la forme, comment on l'amène, ça, voilà. On a tous un objet dans les mains, c'est un téléphone. La question, c'est pas de savoir au bout d'un moment si on a l'outil ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu transmets derrière une photo. On peut prendre la photo, hein, la photo d'un chantier, on dira sur le chantier, on dira 10 000 choses différentes. Shooter des mains, c'est pas la même chose que shooter un plan large sur le chantier. La question, c'est de dire quel œil tu mets, parce que qu'est-ce que tu souhaites dire derrière ça. Ça, c'est notre travail, de façon à avoir un petit peu de recul et leur apporter ça. Et justement, on fait souvent le parallèle entre le storytelling, Ouais. en fait, qu'est-ce que tu racontes, et le branding. Est-ce que tu peux nous dire, nous donner des conseils sur comment raconter une histoire autour de sa marque? Alors, les conseils autour de sa marque, comment raconter une histoire, c'est déjà ce que je disais au début, c'est-à-dire à qui je parle. C'est toujours se dire à quel message je le délivre, et surtout à qui. Ça, c'est important. Qui sont les gens qui vont me lire. Le deuxième point, c'est peut-être parfois de se détacher un petit peu, parce qu'on a masse d'informations aujourd'hui via les réseaux sociaux. Il faut se détacher de ça, parce qu'en fait, on est des éponges, et donc si on s'alimente, on sera jamais différenciant, parce qu'en fait, on va ressortir quelque chose qu'on a absorbé. Donc, il faut savoir aussi, pour être plus créa et plus identifiable, il faut savoir se détacher pour dire, ok, c'est quoi moi mon ADN, c'est quoi l'histoire de mon entreprise, c'est quoi notre valeur, en fait, c'est ça. Prendre du recul. Ouais. Et ensuite, une fois que tu mets ça sur la table, tu nous appelles. Non, excellent. Une fois que tu mets ça sur la table, c'est de dire, ok, je vois en fait ce que je veux dire. Et mon storytelling, il ne s'agit pas de faire un truc surmarketé, ça se sent quand c'est faux. Il s'agit d'analyser quels sont mes points de force et quels sont mes points de faiblesse. Où est-ce que j'ai besoin de travailler plus pour vulgariser mon process. Mon process est industriel, hyper technique, etc. En 3 schémas, tu peux finalement déjà passer, voilà notre technique. Et c'est dire, voilà mes points de force, voilà la valeur de l'entreprise, et voilà là où il faut qu'on travaille parce qu'on n'est pas suffisamment compris. Déjà, rien que ça. Okay. Et après, ton storytelling, il vient amener tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, pour 2025, selon toi, les tendances niveau branding? Alors moi, je dirais que la tendance, c'est de ne pas suivre les tendances. C'est-à-dire qu'en fait, un ADN de marque... vite la question. Non, c'est qu'une histoire de marque et une identité de marque, en tout cas. Pour faire de la com, tu peux suivre les tendances parce que tu as des sujets d'actualité, etc. Mais moi, j'ai travaillé avec un designer dans ma carrière avant de lancer sa cabine, qui était dans le monde de la mode. Il me dit, la meilleure façon de faire de la mode, c'est de ne pas regarder la mode. Tu regardes, tu lèves les yeux, tu regardes de l'architecture, tu vas faire une expo, tu vas lire, tu te sources de plein de manières différentes. Et ensuite, derrière, tu pourras retranscrire quelque chose. Pour le branding, c'est un peu la même chose. C'est un ADN de marque, une histoire d'entreprise est toujours beaucoup plus importante qu'une tendance. Et par contre, après, derrière, forcément, il faut que tu colles à tout. Il faut pas que tu sois décalé du monde dans lequel nous sommes. Mais je suis assez attaché en fait, au fait de dire qu'il faut se détacher au bout d'un moment des tendances du branding. Ouais, super intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas être très éphémère. Or, l'histoire de ton entreprise et de ta marque doit être beaucoup plus pérenne que la tendance de 2025. La tendance 2025, elle est intéressante, mais il faut c'est mon avis. Ok, non mais franchement super intéressant parce que c'est vrai que tu peux te dire je vais faire un max de veille, enfin je vais regarder un max ce qui se passe dans mon secteur pour pouvoir m'inspirer et puis voir et m'adapter et puis peut-être créer quelque chose en m'inspirant. Mais toi tu dis qu'au contraire, faut justement faire ce travail de prendre du recul et voir autre chose. D'autres secteurs, d'autres, ça peut être de l'art, de la peinture, ça peut être de l'architecture, ça peut être... Je te donne un exemple tout bête. En ce moment, je regarde un documentaire sur Trump sur Netflix, parce que l'actualité dit, tiens, je clique. Yes. Je suis en train de regarder, en fait, Trump Tower, etc., années 70,
tous les intérieurs et le New York des images d'archives des années 60, 70, 80. D'un point de vue du design, d'un point de vue de l'archi, du style. Tout ça, c'est hyper inspirant au niveau des codes, des couleurs, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire sa veille de façon détournée que de prendre en fait un feed en tapant branding sur ton Insta, etc. Parce qu'en fait, sinon, le sujet s'alimente lui-même, quoi. Et en fait, le design qui s'alimente par le design, c'est qu'une boucle sans fin et tu n'inventes rien de nouveau. Tu fais juste uniquement reprendre les codes qui sont des codes en ce moment. Mais à mon avis, tu risques d'être beaucoup trop éphémère par rapport à l'intention de départ qui est de raconter une histoire de marque et une histoire, ça est beaucoup plus profond que ça à mon avis. Et ça doit être au-delà des tendances. Ok, trop cool. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. Merci à toi. On a appris beaucoup de choses. Merci pour ton expertise, tes conseils. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez aussi appris énormément de choses, mais j'en doute absolument pas. Et Quentin, à très vite alors. À très vite. Je te remercie. Allez, salut. Ciao.